Salut tout le monde, merci d'écouter cet épisode de Sans présentation. Je voulais juste commencer avec une petite annonce très rapide. Je vais animer tous les dimanches au Terminal Comedy Club, l'open mic du Terminal. C'est une nouvelle soirée qui va commencer à partir du 3 avril et c'est une soirée gratuite. Fait que si vous êtes comme « Ah, le dimanche, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai envie d'écouter, tout le monde en parle », on s'en crisse de Guillaume Lepage. Va voir de l'humour gratuitement dans un des plus beaux comédie clubs de Montréal, avec en plus moi à l'animation et Cyril Lalinec et Pascal Marino à la chronique, deux humoristes que j'adore beaucoup. Alors voilà, c'est ma petite annonce. J'espère vous y voir et je vous laisse maintenant avec mon invité de cette semaine, une personne que j'aime beaucoup. Et vu que je vais utiliser ce message-là plusieurs fois, ça va s'appliquer à plusieurs personnes. Puis pour vrai, parce que moi, j'aime ça comme être assis, tu sais, mettons, à terre. Ben, pas comme à terre, mais tu sais... Genre bas. Ouais, puis... comme j'aime ça avoir être assis. Ça, je veux pas dire en indien, là. Je sais pas mais il y a un nouveau terme. C'est quoi le bon mot? Entailleur, c'est ça. Ouais, ben j'aime ça être assis de même. C'est confortable. Puis je peux pas faire ça sur ma chaise de bureau. Puis là, je suis comme super bien, tout écarté, en train de travailler à l'ordi. Puis en plus, j'ai réalisé que je peux mettre genre mon green screen derrière mon divan, puis comme le mettre en arrière de moi sur le divan. Ah, fait que c'est encore plus facile. L'effet fonctionne encore mieux côté lumière. OK. Fait que là, ça, c'est ma découverte. Bien pensé. Du moment. T'as-tu déjà pensé à un moment donné de pogner, tu sais, les bureaux que tu peux lever puis descendre, là? J'y pensé, mais je suis bien trop pauvre pour ça. C'est vrai que c'est un affaire de riche. Mais en même temps, ça dépend, parce que j'en ai vu, tu sais, t'as le bureau, mais j'ai déjà vu quelqu'un que lui, ce qu'il avait, c'est qu'il y avait un bureau normal, mais avec un espèce de petit add-on qu'il pouvait mettre dessus. Que ça, c'est genre plus petit, c'était vraiment juste pour son ordi, puis pouvait lever, descendre. Ça, je sais pas, ça doit sûrement coûter moins cher. Là. Ben, c'est sûr. Mais je ressens pas ce besoin-là. Moi, pendant un peu, quand je commençais à préparer mon nouvel appart, je regardais pour des meubles à terre. OK. Genre un peu à la japonaise, là, comme traditionnelle, là, d'avoir des tables à terre avec des coussins par terre. Puis finalement, c'est quand même cher de se pogner ça au Canada. Ben c'est ça. Fait que j'ai laissé faire. J'ai trouvé des trucs plus usagés, pas chers. Mais peut-être un jour. Mais moi, j'aime ça être assis à terre dans la vie. Comme juste bien. C'est vrai, moi, des fois... c'est weird, là, mais moi, des fois, là, genre, juste être couché sur le sol. Oui. Juste comme... Puis, je sais pas, penser. Mais ça fait du bien pour le dos aussi, là. Oui, exact. J'ai de gros problèmes de dos. Fait que j'aime ça faire ça. Comment? Ben, Crime, je pense qu'on a commencé à enregistrer. Tant qu'à commencer. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je suis vraiment content de te recevoir. Ben, merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Parce qu'on se connaît maintenant depuis un petit moment. Ouais. Depuis un petit bout. C'est quand la première fois? Ben, on s'est croisés, c'est sûr, dans... Je sais pas si on s'est croisés avant que j'aille à l'école. Ça doit. C'est possible, ouais. Moi, j'ai commencé à sortir dans les soirées d'humour puis à faire du stand-up, genre en 2018. Puis je suis allée à l'école 2018-2019. Fait que ça doit être autour de ça. Ça doit faire un bon 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand que t'es arrivée à Montréal? 2016. Okay. Après mon bac en bande dessinée, j'ai déménagé. J'ai fait comme un été de camp de jour à Gatineau. Puis après, j'ai déménagé à Montréal. Oui, parce que toi, à la base, tu viens de Gatineau, ville du crime. Ville du crime. Ville du mime, surtout, je trouve. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de mimes. C'est bizarre qu'il y a beaucoup de l'Outaouais, en tout cas. Ouais, qui viennent de Gatineau, puis beaucoup de gens qui font des mimes. Ouais, c'est vrai. Qui viennent de Gatineau, je sais pas pourquoi. Tu sais, on parle beaucoup. Je trouve qu'il y a tu sais, mettons, il y a un bassin humoristique intéressant à Valleyfield. Il faut qu'on parle de Gatineau, là. Oui, ben oui. Il y a du monde de Gatineau. Faut parler du potentiel de Gatineau. Mais on dirait, genre, ben, il y en a en humour. On connaît bien des humoristes qui viennent de Gatineau. Mais surtout, justement, les mimes Internet. Plein de monde qui viennent de Gatineau. Oui, puis. C'est à cause c'est proche d'Ottawa, puis c'est tellement plate, faut le faire sur Internet. Ben. Peut-être, mais il y a une belle scène artistique à Gatineau. Tu sais, moi, avant d'aller en bande dessinée, j'étais en art visuel au cégep, puis il y a des super belles galeries, il y a une belle scène d'art contemporain. Peut-être que, justement, être proche d'une capitale, ça aide. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, comme justement, Gatineau, c'est une ville où... Si tu veux sortir, c'est à Hull, puis c'est pas mal ça. Puis si tu veux prendre l'autobus, ben ta soirée est finie à 11h30, là. OK, ouais. Là, je dis ça, mais c'est parce que moi, je vivais loin, là. Moi, je vivais pour les connaisseurs de Gatineau. Moi, je vis dans... mes parents sont dans Templeton. Fait que, tu sais, mettons, si je vois des amis, ben comme le dernier bus qui se rend chez nous, ben, genre... Faut que je sois partie de où je suis à genre 11h30. Là. Ouais, non, je comprends. Ouais, j'étais allé une couple de fois à Gatineau pour... ben, surtout, genre, des shows puis des festivals. Puis c'était comme... C'est ça, la fois, on dirait que tout est concentré à Hull. Puis après, c'est genre des micro-sections
qui sont liés par genre de très longues routes. Mais c'est parce que... Puis moi, j'ai le droit de dire ça parce que je viens de Gatineau, mais personne n'a le droit de dire ça si vous venez pas de Gatineau. Mais Gatineau, c'est comme une très grosse banlieue, là. Tu sais, parce que... J'ai-tu le droit d'approuver? T'as le droit d'approuver. Cool. Parce que, tu sais, ça veut pas, c'est beaucoup du monde qui travaille à Ottawa, qui vit à Gatineau. Fait que c'est beaucoup de quartiers résidentiels. Puis même, mettons, les spots plus commerciaux sont faits pour les autos. Ouais. Fait qu'il y a pas... Tu sais, comme il y en a de plus en plus, là, il y a un petit bar de rivière qui a été rénové, puis c'est full cute. Tu sais, il y a des spots. Mais pour se déplacer à Gatineau, c'est ça, c'est encore très touristique, en fait, j'ai l'impression, là, même s'ils ajoutent, mettons, des trucs de vélo ou des trucs de même. Ouais, mais tu sais, mettons, comme si tu vas aller justement au centre-ville de Hull, ben là, il y a le musée j'allais dire musée des civilisations, maintenant c'est le musée de l'histoire. OK. Justement, tu sais, la petite rue où il y a des bars. Oui. Puis la rue où il y a 90% des shows d'humour de Gatineau. Je pense que c'est la rue Laval. En plus, ma grand-mère, elle vit à côté de là. Elle est comme dans une tour à condo à côté. Puis tout le temps, comme l'été, il y a du bruit. Puis je suis comme, ben oui. C'est nous. C'est nous. On s'en vient. Ouais. OK. Fait que là, Gatineau, puis c'est donc là-bas que tu as étudié en bande dessinée? Oui. C'était comment ça, étudier en bande dessinée? C'était le fun. Dans le fond, c'est que j'ai fait un bac en art avec une majeure en BD puis une mineure en design graphique. J'aurais pu faire comme art, puis je veux dire BD, puis prendre d'autres choses, mais en tout cas, je l'ai fait de même. Puis j'ai bien aimé ça, là. J'adore la BD, c'est comme un de mes médiums préférés. Design, je l'ai fait parce que j'étais comme, c'est des outils pertinents. Puis ça j'aimais, mais je suis pas une designer. J'aime tellement pas ça, là. Ça va des jobs quand même extrêmement différentes, là. Oui, puis... Parce que design, c'est-tu vraiment, mettons, prendre un objet, puis faire du design, je sais pas moi, pour une chaise Ça dépendait des cours. Tu sais, comme justement, là, j'avais un cours où il fallait comme inventer un produit puis faire le design. Ben ça, j'ai eu du fun, tu sais. Mais comme, mettons, mon cours de design, de typographie puis de mise en page, j'haïssais ça pour mourir. Fallait que tu fasses quoi? Parce que fallait comme, mettons, genre, tu sais, comme les projets, c'était comme faire un menu de resto. Mais mon menu était beau, mais je perdais des points parce que je l'avais pas fait de la bonne façon dans Illustrator, mettons. Puis j'étais comme... mais moi, je suis pas très mathématique, là. Moi, je suis très visuelle. Fait que je suis comme, mais le résultat, il est beau. Puis comme, oui, mais c'est pas ça, fallait... Mais le résultat, il est beau. Genre, ça marche! Ça marche, là. Surtout un restaurateur, là, je veux dire... Tu sais, si c'était un document du gouvernement ou de la cour, je comprendrais, là, non, mais je veux dire, je comprends... Comme, tu sais, c'est je comprends pourquoi, là, dans le sens que c'est les demandes du cours. Mais d'un point de vue, est-ce que c'est ça que je vais faire dans ma vie? Je suis comme, non. Non, puis même si comme je dis, si un restaurateur viendrait te voir, il serait comme, hey, est-ce que j'aime comment ça look? Oui. Voici mon menu. Non, puis tu sais, même en illustration, des fois, je trouve ça difficile de dealer avec des clients, mais en design, là, oh mon Dieu, le monde ne savent pas. Pour vrai, le peu que j'en ai fait, le monde ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils savent pas comment le communiquer. Puis j'ai compris, là, c'est tough communiquer qu'est-ce que tu veux visuellement, mais j'ai pas cette... je suis trop sensible, je pense, pour dealer avec ça, là, de comme travailler sur quelque chose vraiment longtemps, puis de me faire dire comme, mais c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est ça qu'ils ont dit. Je pense que j'ai pas la patience pour ça. C'est terrible. Mais c'est ça, parce que toi, pendant longtemps, t'as fait, comme travailleur autonome, justement, de l'illustration, du dessin, des clients qui te demandent... oui, j'en ai fait, mais j'ai pas vécu de ça, là. Okay. J'ai plus travaillé à la Maison de la culture de Verdun, puis je faisais un peu d'illustration sur le côté, là. Mais t'as quand même connu cet univers-là. Mais j'en ai fait, puis j'aime ça l'illustration. J'en fais encore, mais tu sais, justement, c'est que dans la vie, je suis pas capable de faire juste une affaire. Puis aussi... je sais pas, on dirait que justement, comme quand c'est des projets qui me passionnent, j'aime vraiment ça, mais quand ça devient vraiment technique, genre j'ai plus de fun, puis quand j'ai pas de fun, j'ai de la misère à rester concentrée sur des affaires. Oui. Fait que ça, je peux relate à 100%. Puis aussi, parce que, genre, j'allais dire parce que je suis une femme de ma génération, mais genre, j'ai comme, tu sais, moi, en avant, Montréal, j'ai fait comme une grosse dépression. Fait que, genre, ça comme les cool kids. Comme les cool kids, parce que c'est ça. Puis ça a pas aidé à faire que j'avais le goût d'autre chose, là. Puis finalement, j'ai découvert l'humour, puis j'ai fait comme, oh my god. C'est trop, genre, la même affaire. Genre, vraiment ça, rire. Wow. Comme quoi? Genre, c'est tellement fun. Genre, les gens, ils rient, puis quand ils rient, genre, ils sont contents. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a ce côté-là que même en bande dessinée, genre, je voulais faire rire, je faisais de la comédie en bande dessinée. Puis j'avais un peu perdu ce côté-là quand j'étais arrivée à Montréal, où on dirait que comme beaucoup de la BD que j'aime
est plus sérieuse, puis beaucoup de trucs autobio, puis je trouve ça beau, puis le fun, mais on dirait qu'il y a une partie de moi que... J'avais aussi reçu des commentaires un peu poches sur comme ouais mais toi qu'est-ce que tu fais, c'est comme pour enfants, puis que c'était pas sérieux parce que je faisais de l'humour, tu sais. Puis je pense que j'avais un peu internalisé ça, puis finalement en me dirigeant vers l'écriture humoristique, j'ai comme fait OK comme genre c'est correct faire rire, j'aime ça faire rire, puis je suis bonne pour faire rire. Puis le pire c'est que j'en ai des idées de projets plus sérieux, mais comme c'est pas en m'empêchant de faire des trucs drôles que ça va aider à fueler ça. C'est que c'est le fun d'avoir les deux, tu sais. Oui, exactement. J'aime ça, avoir ces comme deux côtés-là aussi. Plus que deux côtés, là, mais comme j'aime ça, faire plein d'affaires parce que justement, je peux comme, avec plusieurs médiums, mes idées, je peux choisir où ils vont le mieux, tu sais. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Mais justement, je me demande par rapport à la BD, t'en parlais un peu, ça a été quoi, mettons, les BD qui t'ont beaucoup inspiré dans ce que tu fais? Dans les trucs plus modernes, je suis très fan de pas mal tout ce qui sort chez les éditeurs Pawpaw, là. Je le nomme parce que je finis tout le temps par faire une liste puis réaliser après que j'ai juste nommé des livres de Pawpaw. Puis si j'ai accusé que genre je vais tout nommer des amis parce que c'est tout rendu des amis. Let's go. Tu sais, mettons, Myrion Mal, c'est quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup. Elle a fait de la BD autant comme éducative, féministe, qu'elle a fait des ouvrages plus intimistes, justement comme son livre « Je voulais disparaître », qui parle comme d'une dépression excusez, là, mais comme post-agression, de la façon la plus réaliste que j'ai vue de ma vie. C'est beau, son dessin, il est unique. Fait que ça vient vraiment me chercher. Tu vois, côté humour, Sophie Bédard aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle fait des trucs comme dans le quotidien, avec des personnages comme drôle, mais réaliste en même temps. Puis son humour est cru parfois, puis ça vient vraiment me chercher. Dans les trucs un peu plus vieux, des gens comme super punk, comme Julie Doucet, que justement, elle vient de gagner le prix d'Angoulême. Puis je sais pas c'est quoi le nom du Grand Prix, mais elle a gagné genre le Grand Prix d'Angoulême. C'est la première Québécoise à le gagner. Puis dans le fond, c'est comme pour son œuvre en général, puis elle a sorti comme un... Puis ça, pour être Angoulême, en gros, c'est comme le prix pour la BD. C'est genre, c'est comme, c'est les Oscars de la bande dessinée. Puis dans le fond, elle faisait des fanzines dans les années genre 90, puis c'est super punk, super féministe, super trash. Puis c'est super loin de ce que moi je fais, mais c'est quelque chose qu'en le lisant, je trouve ça super libérateur de faire comme, OK, tu peux aller jusque-là en bande dessinée. Tu peux aller full loin, ça peut être choquant, puis c'est le fun, tu sais. Ouais, sinon, quand j'étais plus petite, j'aimais beaucoup la franco-belge, là, puis les trucs plus cartoon, là, comme j'ai vraiment beaucoup aimé Garfield, j'ai un tatou de Garfield. Les classiques, t'as un tatou de Garfield? Oui, j'ai un tatou de Garfield, je t'ai jamais montré. Attends. Je pense que tu m'as... Non? Attends, je vais essayer de faire que la caméra... On va voir, que la caméra peut voir mon tatou de Garfield. Faite par justement ma bonne amie Myrion Mal, qui est aussi tatoueuse. C'est que c'est bon. Parce qu'on a parlé de Garfield souvent. OK. Mais genre, est-ce qu'il y a une phrase weird à dire? Garfield. Mais Garfield, what a... Mais tellement weird comme bande dessinée. Il y a de quoi avec Garfield qui vient vraiment me chercher, là. Mais, puis tu sais, j'ai beaucoup lu les Astérix, puis tout ça. Mais j'ai juste toujours adoré la BD, là. Mais j'adore dessiner, puis j'adore raconter des histoires, fait que... C'est le parfait mix des deux. C'est le mix idéal. C'est ça. Tout est là. Puis quand que c'est moins ça, ben je peux faire du stand-up puis écrire de l'humour, puis j'aime ça aussi. Ben oui, mais c'est ça qui est nice aussi de voir autant faire toutes ces... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont très multidisciplinaires. C'est pour ça que moi, un de mes artistes préférés, c'est genre Childish Gambino. Oui, oh my God. Que ce gars-là, il fait tout, là. Oui. Le genre de personne qui fait chier tellement t'es comme, y a-tu quelque chose que t'es capable de ne pas être bon? Mais en même temps, c'est un danger. Moi, je me suis fait dire, quand j'ai fait comme un peu le switch vers l'humour, mais là, il va falloir que tu choisisses. Puis j'étais comme, ouais, mais non. Non, exact. Parce que, on est dans une époque où la sécurité d'emploi, c'est pas ça. Fait que, tu sais, même si, mettons, comme, le pire, c'est qu'en ce moment, je travaille pas mal juste comme autrice, là. Mais genre... ça donne qu'en ce moment, c'est ça. Ça veut pas dire que t'as tout laissé derrière. Puis si j'ai un contrat d'illustration qui se présente, qui est vraiment trippant, on m'a pas dire non, là. Voilà. J'adore ça, tu sais. Même chose, comme... en fait, c'est ça, je trouve ça juste absurde parce que, surtout dans un milieu comme l'humour ou les milieux artistiques, c'est plate à dire, mais des fois, c'est quasiment plus toi que tu vends que ton produit. Tu sais, dans le sens que, justement, j'ai plus de contrats d'illustration depuis que je suis en humour parce que plus d'humoristes savent que je fais de l'illustration. Fait que j'ai plus de contrats qui viennent de ce milieu-là, tu sais.
Fait que... Puis parce qu'en plus, l'humour, c'est large, tu sais. L'humour, c'est comme... Ouais. Tu sais, c'est que l'humour, oui, il y a le stand-up, il y a faire des blagues sur une scène. Ben, en fait, tu sais, même en ce moment, mon plus gros contrat, c'est de l'écriture télé en ce moment. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est super large. T'as de l'écriture, mais pas juste ça. Tu sais, il y a du monde qui, avec l'humour, ils veulent faire de la musique. Avec l'humour, ils veulent faire de la BD. Avec l'humour, ils veulent faire... Tu vois, ça, c'est un talent, j'ai pas la musique. J'aimerais ça, parce que des fois, j'ai des idées. Des fois, j'ai des idées de tunes que je trouve drôles. Tu sais, comme, on en a déjà parlé, parce qu'on a déjà joué à Minecraft ensemble. Parce que Minecraft... On en parlera tantôt. J'aime tellement Minecraft. Mais... Tu sais, genre, je trouverais ça vraiment drôle de faire des parodies de Minecraft. Puis tu sais, c'est même pas tant la parodie cocktail que l'idée qu'une madame de 28 ans fait des parodies de Minecraft. Ouais. Je trouve ça hilarant. Mais... Tu sais, le trend qui était populaire il y a 10 ans. Ouais, puis là, t'as une madame de... Puis c'était toutes des kids de 12 ans, genre. C'est ça. Mais là, c'est moi qui est comme... Je suis perdue dans une mine. Perdue dans une mine. Mais outre trouver des liners comme ça, genre, moi, j'ai... Comme pour vrai, les notes puis le rythme, comme ça me rentre pas dans le cerveau. Ouais. C'est drôle parce que dernièrement, je joue à des jeux de rythme sur mon téléphone. OK. Puis là, je m'en viens pas pire à comme ces jeux-là. Mais clairement, qu'il y a un bout de coordination qui se fait pas avec mon cerveau. Comme quand j'essaie de penser à de la musique, je suis comme beat. Mais c'est weird l'oreille musicale pour de vrai. Moi, genre, j'ai eu des cours de chant à l'école de l'humour. Je suis jalouse de ça. Puis... Non, mais j'aurais aimé... Non, mais c'est... Vas-y. Excuse-moi. Genre, non, mais pour de vrai, it was fun. Il y a beaucoup de monde, je sais, qui chialent de ce cours-là, qui sont comme « Ah, mais qu'est-ce que ça fait? » Moi, pour de vrai, j'étais down de faire ça. Puis dans le cours, mettons, j'ai réalisé que j'ai une oreille musicale, mais qui est comme... Mais qui est comme pas, tu sais, pas développée, que j'ai pas travaillé, que c'est comme juste... Ben, t'as ça. Moi, je me suis déjà fait dire que si je prenais des cours, je pourrais peut-être apprendre à chanter. Parce que, je veux dire, j'ai pas une voix laide. Fait que peut-être que je pourrais l'apprendre, mais en même temps, tu sais, justement, j'ai comme mon temps est ailleurs, là. Ben, c'est ça, rendu là. Au nombre de projets, à un moment donné... Ben, c'est ça. On est jaloux de Childish Gambino, mais il y a aussi genre, faut que je me calme, le temps de tout faire. Faut que je me calme. Mais tu vois, c'est drôle parce que justement, tu sais, moi, la différence, c'est que moi, j'ai pas fait le programme d'humoriste à l'école, j'ai fait le programme d'écriture, puis on n'a pas ces cours-là. Exact. Mais moi, je trouve ça absurde aller dans une école d'art puis chialer sur ces choses-là parce que justement, on est là pour explorer des trucs. Exact. Tu sais, justement, avec le programme d'écriture, un des cours en commun qu'on a avec auteurs, avec humoriste. les humoristes, c'est le cours de politique. Oui. Puis je me rappelle que dans ma cohorte, il y en avait qui chialaient en mode, ben moi, je veux même pas faire ça. Puis je suis comme, ben, essaye. Mais mettons, puis en ça plus, va toujours être pertinent. Mais ça va toujours être pertinent, mais en plus, puis là, je sais pas si on va dans ce terrain-là, mettons, en plus, ça a été dans une année rock and roll. Non, moi, je suis 1 ou 2 ans après. Je suis pas OK, t'étais pas dans celle-là. Je suis pas dans la fameuse année où des gars un peu masculins sont sortis frus parce que la prof osait enseigner le féminisme. Oui, parce que, genre, juste parce que la prof dit « Hey, le féminisme, ça existe. » Non! Mais tu sais, comme, je pense que, genre, je leur donne que c'était plus nuancé que ça, comme, qu'est-ce qui s'est passé, mais en même temps, pour avoir connu de proches du monde qui étaient dans la classe, je suis comme, non, moi, ma cohorte, en fait, moi, ça a été, OK, on va faire le cours sur féministe. Ah, ben, Marie-Hélène, ferme pas sa gueule pendant 3 ans. Mais moi, c'est un sujet qui me passionne. Ben oui. Puis après, je suis allée voir la prof, je suis comme, hey, Julie, comme, je m'excuse. Puis elle était comme, mais non, c'est parfait, parce que quand ça vient d'une étudiante, souvent ça passe mieux. Ouais, c'est vrai. J'étais comme, OK, tu me rassures. Ça fait moins la figure d'autorité qui nous dit quoi penser. Ça fait genre, hey, c'est quelqu'un de notre entourage qui vit ça. C'est un de mes sujets comme d'intérêt, là, que genre, tu me lances là-dessus, puis genre, comme, je suis pas dans la confrontation, c'est que ça me passionne, fait que je peux en parler trop longtemps, puis j'ai parlé trop longtemps. Mais c'est bien correct. Surtout un sujet deep comme le féminisme. Puis c'était le cours de ça, tu sais. Fait que. C'était fait pour ça. Ben oui. Mais j'aime ça, parler de ces affaires-là. Mais le pire, c'est qu'on dirait que moi, j'aimerais ça en parler, mais on dirait que j'ai tout le temps. Avec le féminisme, j'essaie de faire des numéros là-dessus, j'essaie de faire des affaires par rapport à ça. Mais on dirait que je suis tout le temps pogné avec l'espèce de. J'essaie de trouver le bon mot. Pas divergent, de dualité. Entre le fait que je reste quand même un gars blanc, privilégié, cis, whatever the je me pose beaucoup cette question-là parce que je suis en train d'essayer d'écrire un numéro sur le racisme en tant que femme blanche. Puis comment j'essaie de le voir, puis j'ai pas la réponse magique, là. Ben non. Dans le sens que je la cherche moi aussi. C'est un podcast, là. On n'est pas expert de tout ce qu'on parle c'est ça, là, en ce moment. Pourquoi tu me donnes une plateforme, là? Mais comment j'essaye de le prendre, puis peut-être qu'au final, je vais jeter ce numéro à la poubelle éventuellement, mais c'est que je me dis, moi, je suis pas là pour répéter ce que des personnes noires disent depuis tout le temps, puis qu'on pourrait juste aller les écouter. Ce que je peux faire, c'est dénoncer qu'est-ce que moi j'ai comme comportement, puis qu'est-ce que
je vois spécialement comme personne blanche. Tu sais, par exemple, dans mes gags que j'ai écrits que j'aime, je parle comme de nos matantes puis nos mononcles racistes. Tu sais, comme je trouve ça comique qu'on a donc peur de nommer qu'il y a du racisme au Québec, mais on a tous des mononcles racistes. Oui. C'est comme si on les additionne, ça fait vraiment beaucoup de mononcles racistes. Fait que je vais commencer là, puis en même temps, je veux ramener à moi c'est vraiment facile de se dire, moi, je suis pas raciste, puis de pas se remettre en question. Exact. Mais tu sais, je dis ça, j'ai pas la réponse, là. Comme j'ai aucune idée comment je vais finir ce numéro-là, parce qu'au final, en écrivant, je suis venue à la question, mais pourquoi je fais ce numéro-là? Est-ce que je fais ça pour me rassurer dans ma culpabilité pour faire blanche? J'en ai parlé, so... Ouais, c'est ça! Fait que là, je suis comme, ben là, dans le fond, est-ce que je fais ça? Fait que tu sais, j'ai pas la réponse. Ouais. Mais même chose, tu vois, moi, mettons des gars que je trouve qui font très bien de parler de sujets qui sont féministes, tu sais, pour pas le nommer parce que c'est genre un de mes meilleurs amis, mais tu sais, Alexandre Forêt, ou du monde comme Colin Boudria, qui sont des humoristes excellents et merveilleux, ben c'est que quand ils arrivent vers des sujets qui sont en dehors de leur identité, c'est justement, ils en parlent de leur point de vue. C'est ça. Ils parlent de masculinité toxique, ils parlent de eux, comment ça les affecte, de eux, où ils arrivent là-dedans. Puis c'est ça que je trouve intéressant, puis c'est ça que j'aime en humour. Moi, ce que j'aime, c'est des points de vue différents. Puis surtout, il y a personne qui peut questionner en humour. Si tu parles au jeu, personne peut questionner ce que tu vas dire parce que tu parles de ton expérience, de ton point de vue. Peut-être t'es pas d'accord, mais ça reste quand même comment cette personne-là l'a vécu. Ben, ultimement, c'est aussi une façon intéressante d'avoir une réflexion. J'essaye beaucoup d'écrire mes articles Urbania comme ça. Tu sais, mettons, je suis pas sociologue, je suis pas spécialiste en aucun sujet, fait que j'irai pas écrire un article qui dit voici des statistiques qui parlent de grossophobie, mettons. Mais je peux écrire un article qui est comme je vous raconte mon expérience avec la grossophobie médicale. Puis justement, des fois, je me demande, est-ce que je suis imbu de moi-même de faire ça? Mais je me demande, c'est comme, hey, coudonc, je suis-tu narcissique? Mais en même temps, pour être humoriste, il faut tout le temps être un peu narcissique. Il faut qu'il y ait un peu d'ego là-dedans, là, sinon on ferait pas ça. Là. Comment que je me le justifie, dans le fond, c'est que je me dis, en parlant de mon point de vue, premièrement, justement, tu sais, comme, je parle pas à travers mon chapeau, je parle de mon expérience. Ouais. Ça se peut, je parle à travers mon chapeau pareil, là, comme ça arrive. Là. Je suis très ouverte à ce qu'on me dise que je me suis trompée pour apprendre. Mais ça, c'est important, ça. Oui. Juste l'aspect de comme, hey, si tu dis quelque chose, puis que t'es prêt à recevoir que quelqu'un te dise, hey, t'as peut-être pas raison. Mais tu vois, c'est drôle parce que. Je finis mon autre phrase, sinon je vais me mélanger, là. Puis c'est ça, puis au final, tu sais, mettons, quand moi, je commençais à réaliser que je vivais certaines situations, tu sais, que ce soit du sexisme, de la grossophobie, de l'homophobie, ben c'est en lisant les témoignages d'autres personnes que ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait. Fait que d'en parler, ça m'aide personnellement, le côté super égoïste, c'est genre, je payais pour parler de mes traumas, là, comme génial. Là. Let's go. C'est parfait. C'est comme de la thérapie, mais c'est pas la même personne qui est payée. C'est ça. Mais avec mes chèques de Urbania, je paye ma thérapie. Tu sais, comme, ça se cancel out finalement. Non, mais c'est le fun. Je m'auto-finance mon réglage de trauma. Tu sais. J'auto-finance mes traumas, ça aurait été un autre affaire. Ça, c'est autre chose. C'est moins sain comme manière de vivre. Mais tu sais, par rapport à être ouvert, tu sais, moi, je pense que dans les choses qui me chicotent dans la vie, mettons, des gens qui m'énervent, là, comme genre sur la place publique, mettons. Ben, c'est même pas tant les gens qui disent des affaires que je trouve horribles ou niaiseuses ou whatever, que ceux qui se font call-out puis qui réagissent vraiment mal. Parce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui fait une erreur, ça arrive, je vais en faire... Tu vas probablement en faire, on va tout en faire, on est humain, on est en train d'apprendre. Mais moi, c'est quand quelqu'un fait comme « Non, c'est pas ça que j'ai dit. » Puis, c'est pas ça, là. Tu sais, après ça, les gens, ils réagissent comme ils veulent, puis c'est correct, puis ça fait aussi partie... Tu sais, c'est très humain de mal réagir à une forme de rejet, là, comme le cerveau veut pas que tu vis ça. Mais quand, à long terme, cette personne-là se remet pas en question, que... C'est ça, je pense que c'est plus ça. C'est l'idée. C'est normal au début d'avoir une espèce de « Ah, ça me fait mal. » Mais de faire comme « Mais ça veut pas dire que la personne a tort. C'est juste « Ça me fait mal dans mon monkey brain qui est comme... » Oui, c'est ça. C'est comme... Mon cerveau m'a appris que le rejet, ça fait que je vais mourir parce que la tribu va partir sans moi. Là. C'est ça. Nos ancêtres communs avec les singes, là. Sauf qu'il y en a comme, ne le nommons pas, Nigantel. Je pense à lui en plus. Eux là. Nigantel. Lui, son cerveau fait comme « Oh non, la tribu va me rejeter. » Je vais dire « Fuck toute la tribu. » Mais tu vois, ça, c'est autre chose, parce que pour ne pas nommer Nigantel, c'est quelqu'un qui
se présente d'une espèce de genre neutralité, tout ça, alors que toute sa démarche, en parenthèse scientifique ou comme de débat, est à revoir complètement. Est à revoir, et puis elle est subjective et contrôlée à 100%. C'est ça, dans le sens que tu peux pas prétendre avoir un débat quand t'es là pour vendre un livre ou... Ben, tu peux pas vendre un livre si finalement la conclusion du débat, c'est que tu t'es plus d'accord avec ton livre, tu sais. Ben, c'est ça. Puis tu vois, ça m'énerve. Ça, moi, la malhonnêteté intellectuelle, là, ça vient me chercher. Non, c'est terrible. Je dis ça, mais tu sais, en même temps, comme, je suis qui pour dire ça, mais tu vois ça, je suis comme, ouais, mais on est, comme, on est tous humains, là, on peut se parler, là. Comme, on peut-tu juste... Genre... Moi, c'est ça l'affaire qui me gosse le plus avec, genre, tu sais, les chroniqueurs d'opinion. Puis pendant longtemps, j'avais une opinion très fermée de les chroniqueurs d'opinion, ça devrait même pas exister. Là, je mets un peu d'eau dans mon vin, mais... Mais il y en a qui sont plus nuancés, mais qui font moins jaser. C'est ça, ils font moins jaser. En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, ça me dérange pas, tu sais. Tu peux avoir un chroniqueur full de droite, mais qui fait pas de la malhonnêteté intellectuelle, que lui, c'est vraiment genre comment il voit la vie. Ouais. Mais il y en a que je suis pas d'accord avec eux, mais que je peux respecter leur démarche, puis comme... Je suis pas d'accord, mais tu sais, ils existent, puis comme, OK. Ben, je pense, mettons, pour un bon exemple, pour moi, selon, c'est Patrick Lagacé. Ouais, que des fois, je suis pas d'accord avec lui, mais je comprends quand même d'où il arrive quand il écrit ses textes. Même quand, tu sais, des fois, je suis d'accord avec lui, des fois, je suis zéro d'accord avec lui, mais même quand je suis zéro d'accord avec lui, je suis comme... OK, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Puis je trouve que ça pousse encore plus la réflexion. Parce que ça fait soit, mettons, des fois, il peut changer mon idée sur quelque chose. Des fois, ça peut être « Ah, Chris, c'est vrai, je l'ai pas vu de même. » Puis des fois, ça peut faire « Je trouve que t'as tort. » Mais tu sais quoi? Tu me donnes des arguments pour pousser pourquoi moi, je pense de ce côté-là. Ben oui, parce que des fois, c'est important de sortir de sa propre bulle médiatique, là. Puis ben, pas nécessairement comme pour donner une plateforme, justement, là, du monde avec des idées plus extrêmes, dangereuses, mais tu sais, justement, de faire, tu sais, de réaliser comme, c'est vrai que si je dis ça comme ça, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas les mêmes bases que moi sur ce sujet-là va prendre ça plus violemment, tu sais. Puis, ben, c'est pas une bonne chose parce que je veux faire passer mon message, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, après ça, c'est ça. T'as des chroniqueurs que c'est pas de la chronique qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est essayer d'avoir des clics pour être payés. Oh, c'est de la polémique. Puis c'est pas la même chose, là. Puis, tu vois, ça, j'ai pas de patience pour ça. Ouais, non, ça aussi, ça gosse. Ouais. Mais tantôt, t'as parlé de quelque chose que je trouve intéressant. Puis, justement, ça pourrait être nice d'en parler plus parce que tu m'as quand même appris beaucoup de choses par rapport à la grossophobie. Puis surtout, là, tantôt, t'as droppé grossophobie médicale. C'est quoi exactement ça, la grossophobie médicale? Mais tu sais, comme encore là, je suis pas une experte là-dedans, à part que j'en ai vécu. Mais c'est ce concept-là qui fait que quand t'es une personne grosse, les médecins ont tendance à moins te croire sur ton propre corps, puis tes douleurs, puis tout ça. Des sondages ont montré que les médecins sous-estiment la douleur des personnes grosses, vont trouver qu'ils méritent de souffrir. Puis ça, tu sais, un des classiques, c'est de se faire dire, ben fais juste perdre du poids pour un problème qui n'a pas rapport. Puis tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Vous voyez pas à la maison, mais moi, je marche avec une canne. Puis une des raisons, c'est que quand j'ai commencé à développer ma maladie chronique, moi, j'ai une maladie qui s'appelle le PCOS, qui est dans le fond mes ovaires. En fait, PCOS, c'est en anglais, là, en français, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Polycystique. Mon Dieu. Ben, dans le fond, c'est que je fais des cystes, ces ovaires, puis ça fuck avec mes hormones, tu sais. Puis pour vrai, c'est une maladie qui se gère relativement bien. Sauf que moi, quand j'ai commencé à avoir des symptômes, puis que ça s'est beaucoup présenté comme des mal de dos. Puis un des symptômes vraiment importants de cette maladie-là, c'est que ça fait prendre du poids, puis tu peux pas contrôler. OK. Puis moi, pour vrai, je suis super à l'aise avec mon poids, puis tout ça, là, c'est pas ça le point, mais comme quand j'ai commencé à faire comme, hey, j'ai des maux de dos qui ont pas de bon sens à des moments random, tu sais, mettons, avant, je prenais vraiment des longues marches, puis là, tout d'un coup, j'étais plus capable après, comme, mettons, après une demi-heure, j'avais comme une douleur vraiment forte. Puis quand j'ai commencé à en parler à des professionnels de la santé, ben je me faisais répondre, ben c'est parce que t'es grosse, perds du poids. Ah, mais parce que là, en plus, ça devient un cercle vicieux, là. Ben, parce que là, tu disais, un des symptômes, c'est d'en prendre. Puis, en fait, qu'est-ce qui a fini à arriver, c'est que je suis arrivée à un point où je ne pouvais plus marcher, tellement j'avais mal. Ça a comme bien à donner que c'était la pandémie. Bon moment pour pas pouvoir marcher. Oui. Puis bon timing pour pas sortir dehors, mais c'est quand même... c'est whack. Dans le fond, quand je suis allée voir, c'est plus mon médecin maintenant, cet homme-là, mais quand j'ai réussi à voir mon médecin de famille, il m'avait observé vite fait, puis il avait fait comme
ben, tu sais, si t'as mal au dos, c'est que t'es grosse par du poids. Puis j'avais dit, regarde, je connais mon corps, je te le dis que c'est mes ovaires. Puis il a dit, non, c'est musculaire. Essaye de muscler ton dos pour, comme, contrebalancer ton poids. Puis il m'avait prescrit genre des pilules, puis il m'avait renvoyé chez nous. Ça a pris 1 an que moi, j'ai pris l'initiative de commencer à payer un physiothérapeute, même si j'étais comme vraiment pauvre. Tabarnak. Puis que mon physio fasse c'est pas ton poids, je le vois que c'est pas ton poids, qui comme tu sais qu'on voit parce que clairement mes muscles oui étaient blessés, mais c'est parce que c'est à force de compenser pour mes ovaires. Ben, pas compenser mais mes ovaires, la douleur. Ouais, si tu devais compenser la douleur causée par les ovaires. Finalement, à peu près 1 an plus tard, c'est mon physio qui a fait regarde, ça fait 1 an, ça ne s'améliore pas tant que ça. Je veux que tu t'ailles voir ton médecin et que tu insistes jusqu'à temps que tu ailles des radios, des échographies. Puis finalement, 1 an plus tard, après que j'y ai dit, je suis sûre que c'est mes ovaires. C'était mes ovaires, puis mon stérilet était déplacé, puis comme un peu c'était mon utérus. Oh, ouais! God. Fait que moi, ça faisait 1 an que je faisais des exercices, puis que je me reblessais plus. Calice. Parce que mon médecin a pas voulu me croire. Puis après ça, ça a été l'enfer parce que là, tout d'un coup, il y avait ça. Mais mon médecin était comme « Ah, mais tu sais, genre, moi, je veux pas faire de gynécologie. » Puis j'étais comme « OK, mais parce que là, il faut l'enlever, là, mon stérilet, parce que, tu sais, ça voulait dire... Il est en train de me stabber de l'intérieur. À n'importe quel moment... J'aurais pu faire un mauvais mouvement, puis il aurait pu percer, là. Puis ça aurait été full dangereux. Je suis désolée à la maison, c'est tellement... Comme, ben non, je suis correcte, là. Mais non, mais c'est important. Puis on le voit aujourd'hui que là, t'es correct, mais c'est important. Mais pour vrai, moi, il y a eu un 5 mois... Ben comme ça a été tough toute la pandémie, là, je marchais plus. Mais à ce moment-là, qu'il a pas voulu m'enlever mon stérilet, puis que je me suis mise à la recherche d'un gynécologue... mon médecin, quand je l'appelais pour lui dire que les douleurs n'étaient pas gérables, écoute, c'était au point où comme je fonctionnais plus, là, je pouvais plus faire ma vaisselle, même coucher, j'étais comme je souffrais. Puis il m'a juste comme prescrit de l'oxycodone, qui est un opioïde. En mode, prends ça, puis ça... Mais je continuais à avoir mal, mais là, en plus, j'étais étourdie, puis j'avais mal au cœur. Puis je disais, ça marche pas, puis il disait, regarde, et puis à un moment donné, il m'a carrément dit, je peux rien faire pour t'aider. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, mettons, votre gynécologue me rappelle pas. Là, moi, j'appelle la clinique, ben, j'attendais leur réponse. Ils me disent, mais c'est parce qu'elle est en congé de maternité. Je suis comme, ben, vous pouviez pas me le dire. Ben ouais, ça aurait été le fun. Là, on va envoyer ton dossier à d'autres places. Je suis comme, vous l'avez pas déjà fait? Oh, yeah. Puis tu sais, là, rendu là, c'est plus juste de la grossophobie, c'est comme c'est de la négligence médicale, mon affaire. Ouais, là, c'est un autre point, mais... Mais là, finalement, comme c'est moi qui ai trouvé une gynécologue, parce que j'ai fait des recherches pour trouver une gynécologue féministe, pas grossophobe à Montréal. Ce qui est quand même weird qu'on soit obligé de préciser gynécologue féministe. Oh ouais. Genre, c'est weird qu'on soit rendu à un état de société où il faut dire, il y a des gynécologues féministes et pas féministes. Puis finalement, comme 4 mois plus tard, j'ai enfin rencontré cette docteure-là. Puis elle m'a enlevé mon stérilet, puis 1 semaine après, j'allais mieux que comme 6 mois avant. Shout-out à la gynécologue. Oui, shout-out à puis le médecin, je sais pas t'es qui, mais fuck you. Va chier. Fuck you, tu devrais perdre ta licence. Puis à ce moment-là, elle est comme, il t'a mis sur l'oxycodone? Je dis, ouais. Et comme, ça fait rien pour des douleurs comme ça. Fait que j'étais sur un médicament reconnu pour créer des addictions. Heureusement, je suis pas sortie de là avec une addiction, mais qui est super déconseillé d'être prescrit à comme long terme. J'ai pris ça pendant 4 mois. Ça faisait rien, puis ils me croyaient pas. Puis 2 fois pendant ce moment-là, je me suis pointée à l'hôpital en mode... C'est parce que, genre, je souffre. Puis les 2 fois, ils m'ont renvoyée chez nous en mode « prends des Tylenol, perdre du poids ». Puis la 2e fois, c'était vraiment comme au comble d'une chance que j'ai un sens de l'humour, puis je suis capable de comme rire de la situation parce que je parlais avec... dans ce temps-là, je vivais proche d'un hôpital universitaire, là. Puis je parlais avec le gars, puis je disais comme que je capotais parce que... Puis là, encore une fois, comme un peu trigger warning, trouble alimentaire, là, mais à cause que j'étais plus capable de rien faire, je me nourrissais plus. Puis c'était déjà pas bon parce que j'ai un historique de troubles alimentaires. Fait que j'étais full là-dedans, puis genre, j'y explique ça, à quel point cette maladie-là, comme, est en train de fucker ma vie, puis que j'ai l'impression que personne me croit. Il comme, tu sais, genre, je t'écoute, puis tout ça. Il s'en va chercher, comme, la médecin qui le supervise. Elle rentre, elle me regarde même pas, elle regarde la chart, elle est comme, cette maladie-là, si tu perds du poids, ça va t'aider. Genre, tu sais, comme,
Voyons, Tu pourrais Calice. surveiller tes portions. Voyons, Calice. Je viens de parler que j'arrive pas à manger. Voyons. Puis là, j'étais genre, c'est comme ça. Sacrement. Mais l'affaire qui est grave, c'est pas tant. Mais comme qu'est-ce qui m'est arrivé, quand même grave. Ben mais oui. c'est que mon histoire est vraiment pas unique. Tu sais, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille vraiment beaucoup le livre de Gabrielle Lisa Collard qui s'appelle Corps rebelle, qui est comme des témoignages puis des trucs sur la grossophobie. Puis il y a tout un chapitre sur des témoignages de grossophobie, mais des histoires d'horreur. Tu sais, moi, je m'en sors, là. Comme là, tu sais, je marche encore avec une canne, mais ça va vraiment mieux. Je fais de la physio, je m'améliore, comme... Puis est-ce que c'est quelque chose qui, éventuellement, justement, avec la physio, ça se pourrait que t'aies plus besoin de la canne, ou... Je vais toujours avoir des douleurs chroniques. OK. Genre, ouais, c'est vrai, c'est une maladie en chronique. ce moment, je suis à la partie de mon cycle où ça me fait vraiment chier, là, parce que ça veut dire, c'est un rapport à mes ovaires, fait que, tu sais, comme ça revient. Mais j'apprends à la gérer. Puis ça va quand même bien. OK. C'est rien comparé à ce que c'était l'année passée, là. Fait que, tu sais, comme pour vrai, moi, je suis juste contente, là. Tu sais, justement, je suis capable de fonctionner. Ben, c'est ça, là. C'est tout, là. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est le fait que, genre... Tu sais, le médical, on s'entend, la santé, c'est carrément, genre... Ouais. Tu sais, qu'à cause que quelqu'un était comme « Oh non, parce que t'es grosse eux, ils étaient sur le point de, genre, ça aurait pu empirer, là. Ben, c'est dur de pas me demander est-ce que je m'en serais sortie mieux que ça s'ils m'avaient cru puis écouté puis que j'avais eu mes échos plus tôt, là. Exact. Mais bon, j'essaie de pas me concentrer là-dessus. J'ai réussi à changer de médecin, ce qui est un miracle dans notre système de santé, là. Exact. Le pire, c'est que je l'aime, ma nouvelle médecin est fine, là. La gynéco est géniale. La nouvelle médecin est fine, est cool, mais il y a un moment où, genre, j'y explique d'où j'arrive, j'explique tout ce qui s'est passé, puis j'ai dit, regarde, moi, je ne veux pas que tu me parles de mon poids, à moins que ça soit comme un changement rapide puis que ça fasse peur pour quelque chose, parce que c'est pas un de mes buts, la perte de poids. Moi, mon but, c'est comme de retrouver ma mobilité puis tout ça. Puis, genre, justement, historique de troubles alimentaires, je trouve ça vraiment difficile, puis j'ai de la misère à me nourrir, tu sais. Puis, en plus, la nutritionniste que j'avais vue, elle venait de m'apprendre que, comme, tu sais, quand tu fais de la restriction alimentaire, il y a certains corps que leur réaction, c'est de prendre plus de poids ben c'est ça, parce qu'ils pensent que t'es en famine, là. Exact. Puis là, je suis comme, ben, ça va. Mais c'est juste pour certains corps. Moi, j'étais persuadé que, genre, c'était pas mal tout le monde, c'est là. beaucoup de corps. Mais tu sais, en fait, c'est que je pense qu'on veut pas s'avouer, juste par l'industrie de la diète aussi, qu'on a beaucoup moins de contrôle sur notre poids qu'on veut le penser. C'est tellement beaucoup de facteurs. Ça, c'est notre affaire. Fuck les diètes. Ben, fuck les diètes. Fuck les diètes. Puis en fait, les diètes fuck ton corps puis font que tu vas probablement prendre du poids plus tard, là. Mais, puis en fait, c'est plus ça que c'est pas grave à être gros puis calissez-nous patience, là. Exact. Mais tu sais, comme cette médecin-là, je viens de te dire ça, je viens de te dire que je m'inquiète parce que des fois, j'ai de la misère à manger. Puis comme, faut que je te le dise, avec ton IMC, t'es éligible pour la chirurgie bariatrique. Puis moi, je suis là, puis je suis comme... Fait que moi, je viens de te dire que comme j'ai de la misère à manger, puis ta solution, c'est de venir couper de moitié ce que mon estomac peut contenir. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est ça, cette petite opération-là. Puis là, j'étais comme... Je l'ai vraiment regardé, oh my juste comme... God! Ben, ça m'intéresse pas. Puis elle a fait OK. Puis on est passé à autre chose. Puis à part ça, elle est géniale, là. Mais j'ai vraiment eu un Mais moment quand de comme... même, c'est encore des échos, là. Ben, c'est tellement comme incrusté dans cette culture-là. Puis, tu sais, j'en veux pas aux individus, là, on est tous dans cette culture-là, mais overall, comme... C'est que tout le monde en souffre. C'est qu'on est tellement concentré sur le poids qu'on oublie que comme ça veut vraiment pas dire grand-chose, là. Puis, tu sais, justement, dans les histoires d'horreur que j'ai vues, moi, je connais une fille que... quand elle parlait de son cancer, comme elle avait des douleurs, puis elle était comme c'est pas normal, son médecin voulait pas la toucher. Parce qu'elle est grosse. Puis finalement, quand ils l'ont écoutée puis ils ont arrêté de dire de perdre du poids, elle avait comme une hostie de grosse tumeur. Tu sais? Puis l'affaire, c'est que c'est ça, c'est des histoires d'horreur, puis il y a un effet de choc, mais Chris, c'est pas unique, là. Ben non. Genre, il y en a des centaines de témoignages comme ça, là, partout, comme, où il y a du monde gros, fait que partout, là. Ben voilà. Puis, tu sais, moi, genre, legit, c'est une de mes peurs, là, de tomber vraiment malade, puis qu'on me croit pas, puis de mourir à cause de ça, là. Genre... Ouais, c'est ça, c'est que toi, t'as pas la peur que moi puis ben du monde dans la vie, on aurait que... Hey, nous, si on va voir notre médecin, le médecin va faire... Ah, ben c'est à cause de ça.
sais, puis au pire, si c'est quelque chose par rapport au poids ou par rapport à, tu sais, ils vont nous le dire, mais ça va pas être genre juste, ah, t'as mal au genou, c'est à cause que t'es gros, ça. Ça n'a pas de sens. C'est ça, puis à un moment donné, c'est qu'on a le droit aux mêmes soins que tout le monde, là. Exact. Puis on le reçoit pas, puis c'est genre... Puis surtout les soins, que c'est comme... C'est la vie des gens, là. Ben oui. Mais tu sais, je dis ça, puis moi, je parle en tant quand même que femme grosse, mais de femme blanche, mais c'est pire pour les personnes racisées, là. Tu sais, ça a été prouvé que les médecins sous-estiment la douleur des personnes noires, par exemple, puis leur donnent moins d'antidouleurs que les personnes blanches pour les mêmes sources de douleur, là. Fait que, tu sais, il y a comme... Genre, j'admire vraiment beaucoup les médecins puis le monde qui travaille en santé, là, comme c'est vraiment pas ça. Ouais. Mais clairement qu'il y a comme... Mais c'est surtout en ce moment-là, oui, vraiment beaucoup, mais clairement que les problématiques de la vie se reflètent aussi en santé, puis comme, faut qu'il y ait comme une éducation par rapport à ça. Ben oui, clairement. Fait que c'est ça. Ouais, moi, ça m'a fait penser, puis tu sais, c'est vraiment... C'est à des milliers de lieux de ce que tu as vécu. Mais non, mais c'est pas grave. Mais pour montrer en plus à quel point c'était internalisé, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mettons 11-12 ans, j'étais pas gros. J'oserais pas dire que j'étais gros. J'étais chubby, genre. J'étais un enfant. Tous les enfants ont un peu de... Ouais. Puis moi, je me faisais niaiser à cause de ça. Je me faisais niaiser, puis je me rappelle, pendant la puberté, j'ai eu... c'est ça, des gènes, puis qui a fait que moi j'ai juste genre rallongé. Ça a fait que là, je suis devenu un grand bonhomme allumette. Puis. ce qui est pas mieux, honnêtement, là. Mais je me rappelle que, encore des fois à ce jour, des fois je me regarde, puis je me trouve trop gros. Ouais. Des fois je me regarde, là, puis je suis comme. Ah, il me semble que j'ai de la bédaine. Il me semble que. Ah, il y a ça qui. Puis comme, premièrement, tout le monde à la maison, c'est cute une bédaine, là. Déjà, c'est rompi confortable, là. Non, puis, tu sais, mettons, c'est beaucoup critiqué, là. Comme là, Weight Watchers avait lancé une application pour enfants. Puis ça a été super critiqué parce que, tu sais, en général, comme on va pas. Tu sais, il y a donc la panique de la crise de l'obésité chez les enfants. Mais comme tel, t'es comme, ouais, mais. Genre, ils ont pas passé à travers la puberté encore, là. Ben, c'est ça. Comme tu sais pas comment ils vont grandir, puis tout ça, puis de les mettre sur des diètes, ça les fuck, genre. Exact. Ça vient sûrement fucker des éléments de la puberté, puis pas juste ça. C'est que là, on dirait, tu sais, la crise, comme c'est sûr qu'il y a une partie de la crise que c'était vraiment genre beaucoup de jeunes mangent mal parce qu'on est dans une société où on mange mal. Ouais. Mais la fin, c'est que l'obésité, ça devrait pas être l'indicateur que ces enfants-là sont en santé ou pas. Ben aussi, en fait, c'est que ça a beaucoup déviré dans comme le narratif social, comme un truc individuel puis moral. Exact. Genre, une personne grosse, c'est une mauvaise personne. Un enfant gros, sa mère est pas bonne, genre. Mais l'affaire, c'est que le poids d'une population, premièrement, tu peux pas tout le temps comparer parce que t'as juste des populations qui sont comme naturellement plus lourd, mettons. C'est pour ça que l'IMC, c'est de la marde, là. En plus, l'IMC, moi, pour vrai, ça me fascine, ces sujets-là. Là. Oui. L'IMC, ça a été développé par un statisticien européen, genre au 19e, au 20e siècle. Puis, dans le fond, ça avait été développé comme outil statistique. Okay. Le gars qui a inventé... Excusez-moi, mon dos. Le gars qui a inventé l'IMC était comme, c'est pas un outil individuel. C'est un outil pour faire des statistiques dans un grand groupe de personnes. Ouais, puis ça a été juste basé sur des hommes blancs. Bien sûr. Puis après, comme toute chose... comme, en tout cas, je vais reprendre ma phrase, mais après, ça a été repris par les nazis. D'ailleurs, pour vrai, comme, comme là, je parle de faits que j'ai entendus puis je l'ai dessus, mais ils ont fait des épisodes là-dessus, justement, au podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maintenance Phase, qui est un podcast qui parle beaucoup de la culture de la diète puis tout ça. Mais l'épisode sur l'IMC, là, du bonbon, parce que à chaque étape, t'es comme, ben là, ça peut pas être pire. Oh mon Dieu! Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'à cause que c'était basé sur les... sur juste des hommes blancs, ben après, c'est que ça a été utilisé pour faire, mais checker, les Africains sont plus comme, ils ont un IMC plus haut, fait que c'est comme moins des bons humains. Gros, hein. C'est moins des bons humains, des choses comme ça. Puis après, c'est que les compagnies d'assurance ont repris ça pour pouvoir charger plus cher à leurs patients, à leurs personnes plus grosses. Fait que toute cette échelle-là a été basée sur... qui peut se payer des assurances, des personnes blanches riches. Fait que ça a été basé plus là-dessus. Puis après, ça a comme fini par être adopté par les médecins parce que
Ben, c'était utilisé pour, après, quel médicament tu pouvais te faire rembourser par les assurances. Ben, c'est ça, parce que si les assurances utilisent ce modèle-là, ben, c'est sûr qu'éventuellement, les médecins qui doivent dealer avec... Puis ça, c'est une autre affaire que la démarche scientifique est à remettre en question parce que à cause qu'on prend l'IMC comme un fait, les études sont faites comme pour prouver que le poids est négatif et non pour... comme t'sais, ils prennent pas en considération que c'est peut-être un symptôme de quelque chose et pas une cause, tu sais. Ouais. Tu sais, par exemple, comme là, justement, je cite cet épisode-là, mais je vous conseille de l'écouter, là, dans le sens que je suis pas une experte, je suis juste quelqu'un qui est bien passionné par ça. La population avec l'IMC le plus élevé aux États-Unis, c'est les femmes noires pauvres. Peut-être qu'ils meurent plus jeunes pour d'autres raisons que juste sont grosses, tu sais. Très possible. Puis en fait, c'est que les solutions après, comme si tu veux vraiment faire baisser l'IMC d'une population, ben la solution, c'est pas de shamer les gens puis de leur faire des régimes, c'est d'ouvrir des épiceries, c'est d'avoir des parcs, c'est que les places soient accessibles avec des trottoirs, c'est d'avoir un meilleur transport en commun, etc. C'est pas de shamer l'individu. C'est sûr que c'est tough de faire de l'exercice puis d'avoir un IMC plus bas dans une population si il y a rien à faire. Ouais. Puis il y a aussi tout... Puis c'est pour ça que c'est un outil de statistique aussi, parce que peu importe, il va toujours avoir des personnes grosses, puis il y en a toujours eu. Tu sais, c'est un peu un mythe de comme... Bon, les gros n'existaient pas avant 1950, genre. Mais moi, un de mes Instagram préférés, c'est Historical Fat People. Puis c'est quelqu'un qui... Pour vrai, genre, mais c'est quelqu'un qui retrouve plein de photos antiques puis de toiles de personnes grosses à travers l'histoire. OK! Mais tu sais, quand on y pense, genre, une des premières petites sculptures qu'on a trouvées, la Vénus de... Ah, je me rappelle plus, la Vénus de... Oui, mais c'était genre la Vénus vieille... de quelque chose. Ouais, c'est quelque chose qui est carrément une petite figurine d'une dame grosse. Puis c'était la fertilité puis tout ça. Les personnes grosses ont toujours existé. Ont toujours existé, puis il me semble... Puis ça, je m'embarque de dire, je suis pas historien. Ouais. Mais il me semble qu'il y a même dans beaucoup de sociétés où c'était au contraire bien vu. Ben, en fait, c'est que d'avoir du poids sur les os, c'est que tu mangeais bien, tu vivais ta vie, tu sais. C'est ça. T'étais pas en famine. Puis en fait, c'est comme redevenu un symbole vraiment négatif autour... ben, en Occident, mettons, là, c'est différent partout à travers le monde, mais en Occident, il y a deux choses qui ont fait. C'est avec les révolutions, comme la Révolution française, c'est devenu un symbole de la richesse. C'est devenu un symbole après de la bourgeoisie. Fait que c'est devenu un symbole de comme le riche déconnecté, mauvaise personne. C'est qu'avant c'était la fertilité, justement la richesse de ben cette personne a beaucoup de ressources donc c'est le fun d'être à côté de cette personne-là. Là, c'est comme cette personne-là a beaucoup de ressources. Fuck elle. Fait, un peu ça, puis tu sais, je veux dire, fuck le capitalisme. Là. Mais même encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, tu vas beaucoup voir ça, même dans des trucs de gauche. La parodie du capitalisme va devoir être un gros monsieur, la bédaine qui sort de son soute, qui fume des cigares puis qui mange. T'sais. Alors que tu regardes des gens, des billionnaires, là. Mais ironiquement, plus une population est pauvre, souvent plus elle est grosse, parce que aujourd'hui, la pauvreté alimentaire, c'est d'acheter des aliments peu nutritifs. C'est ça. Complètement ruinés justement par le capitalisme. Moi, justement, un autre podcast que j'adore, que j'écoute beaucoup de podcasts, qui s'appelle Behind the Bastards, derrière les bâtards. C'est vraiment bon. C'est un journaliste qui anime ça, justement, qui a fait beaucoup des trucs très déconstruction du capitalisme. Puis là, il a fait un épisode sur le FDA, le Food and... Drugs Administration. quelque chose de même aux États-Unis. Comment que c'est né d'un besoin super vital? Parce qu'il y a un moment dans les années 1800 où c'était tellement free market, capitaliste sauvage, que le lait était coupé avec du plâtre, puis plein d'affaires de même. Genre, puis pour vrai, le plâtre, c'est le moins pire que j'ai entendu dans cet épisode-là. Imagine, tu bois ton lait le matin, puis t'es comme, mon mur est un peu... mon mur manque un peu de forme. Il prenait, quand le laitier recevait son lait, il prenait la crème, parce que ça, il pouvait la vendre au monde plus riche. Mais pour pas que le monde sache qu'il avait volé la crème, il mettait du gras de vache. C'est tellement dégueulasse! Yark! Fait que c'est pour ça que la FDA est venue au monde, pour protéger les gens. Puis à la base, c'est ça qu'ils ont fait. Il y a un exemple d'un médicament qui n'est jamais rentré aux États-Unis, qui a fait genre des centaines de morts en Europe. Mais il y a un moment où, pour financer, ils ont commencé à être payés par les compagnies. Mais là, ça a tout fucké. Pour le faire, je suis FDA approved.
Ben c'est ça, mais c'est pour ça. Puis maintenant, il y a plein de cas de médicaments qui rentrent aux États-Unis, puis que sont super dangereux. Ouais, que c'est louche, mais c'est comme... Ah non, mais l'FDA a dit que c'est correct. Puis tu sais, pour boucler la boucle, il y a beaucoup ça dans l'industrie de la perte de poids. Tu sais, pourquoi est-ce que la campagne d'Obésité Canada en ce moment, c'est... moi, c'est parce que j'arrêtais pas d'avoir des pubs. Mais justement, moi, mon algorithme a compris que je suis grosse et que j'avais plein de pubs d'Obésité Canada. Là. Puis la pub, c'était une madame grosse qui pleure. Puis ça disait... Quoi? Puis ça disait... L'obésité est une maladie. Hein? Puis là... Puis l'affaire de pourquoi... Puis comment ils frame ça, c'est comme pour développer une... Et comme, la partie que je peux comprendre, c'est que c'est pour développer une empathie de c'est pas la faute des personnes grosses qui sont grosses. Okay. Qui est comme... Ils ont la moitié du message. Ouais. L'affaire, c'est que des fois, le monde pense qu'Obésité Canada, c'est un truc fédéral, mais c'est pas un truc fédéral. Ouais. C'est... je sais pas si c'est privé ou si c'est comme un non-profit, je suis pas sûre. Okay. Mais c'est financé par des compagnies pharmaceutiques qui veulent que l'obésité soit reconnue comme une maladie pour pouvoir vendre des médicaments contre l'obésité. Mais tous les médicaments contre l'obésité qui ont existé ont tué des gens. Parce que, tu sais, comme il y en a un qui était passé, qui s'appelait le Fanfan, je pense, aux États-Unis, qu'encore aujourd'hui, les gens cherchent parce que ça fonctionnait parce que c'était du fentanyl. Oh! Ben, c'était comme une forme de fentanyl, mais le monde mourait. Ben oui. Mais le monde perdait du poids. No fucking shit. Ben, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Hey, moi, là, les gens que j'ai vus les plus mecs sont souvent des gens sur le crack. Fait que, tu sais, c'est comme, je veux pas monopoliser, là, comme tout le podcast avec cette conversation-là, mais c'est comme une espèce de rabbit hole où des fois, je suis comme, le monde doit penser que je suis comme conspirationniste. Mais... j'ai quand même confiance aux sources que je consulte parce que justement c'est tous des journalistes qui ont fait des travails super intéressants. Mais déjà à la base t'es pas conspirationniste parce que tu trosses des journalistes. Oui, c'est ça. Fait que déjà il y a une étape de passé. Genre maintenant, par exemple Maintenance Phase, c'est l'activiste Aubrey Gordon qui est une genre son nom sur internet c'est Your Fat Friend que j'adore. Mais son co-animateur c'est Michael Hobbs. Si vous voulez faire confiance à un homme blanc mince, c'est un homme blanc mince. Il est là. Mais pour vrai c'est un journaliste que j'adore. Il a écrit un article merveilleux qui s'appelle comme Everything You Know About Obesity is Wrong, qui justement c'est une des premières choses que j'ai lues qui comme a mis des mots sur des trucs que je soupçonnais, puis ça fait incroyablement de bien parce que quand t'es une personne grosse, tout le monde, puis inconsciemment ou non, te fait sentir que t'es une moins bonne personne, que c'est ta faute, que tout ça. Puis d'un coup, tu te fais dire comme « Hey non, tu mérites pas de te faire traiter comme de la merde. Puis t'es pas folle, tu te fais traiter comme de la merde, tu sais. » Puis c'est pour ça que je trouve le travail de ces gens-là vraiment important, tu sais. Puis c'est pour ça que je plug mes podcasts préférés. Let's go! Let's go! Je pense que c'est le podcast où j'ai le plus insulté des gens sans les connaître. Mais je le pense, le médecin, là... Je sais pas si tu veux écouter ça. Non, je pense pas. Je te vois, je te détruis. Ah, mais tu sais, le pire, c'est que... Genre, tu sais, après, j'avais des amis qui étaient comme, poursuis-le. Puis je suis comme, yo, j'ai pas l'énergie, là. Comme, ouais, non, je veux juste m'en aller par sécurité, là. Exact. Puis tu sais, il avait fait des calls aussi, là, comme quand la première fois, j'en avais parlé. Il était comme, c'est un mal de dos. T'as-tu un chum pour te faire un massage? Je vais te détruire. Si je te trouve... que je te vois en quelque part, je te démolis. Puis là, quand je lui avais dit, ben en tout cas, j'ai pas de blonde, parce que, tu sais, je suis lesbienne, puis genre, fuck l'hétéronormativité. Voilà. Puis j'étais comme, j'ai pas de blonde, puis comme, pourquoi est-ce que t'es fait fuir? Puis je suis comme... Mais tu sais, il essayait de faire une joke, là, mais comme, Seigneur! Moi, je suis en train de pleurer de douleur! Dans son bureau! Je vais te détruire! I'ma find you, and I'ma fuck you up! Calice! Fait que, tu sais, après, pour Marie-Hélène, pourquoi t'es un peu nihiliste des fois, pis t'es un peu comme négative? Je suis comme, ben, tu sais, des fois, c'est tough, là. Mais je me trouve pas pire. Je trouve que je suis quand même bonne pour rester comme... Ouais, pour de vrai, tu m'as raconté ça avec un beaucoup trop... avec un sourire qui est vraiment trop resté pour l'histoire. Là. Je préfère en rire. Exact, ben oui.
C'est bien plus facile d'en rire que de continuer à être comme horrifié. Là. Ben ouais, exact. Ouais. Oh my god. On va passer à un sujet plus positif. Mais pour vrai, à la maison, comme, je suis une personne le fun, là. Ben oui, mais non, Venez mais... me voir en show, là, comme je suis pas juste déprimante. Mais non, là, mais parce que c'est ça qui est nice, c'est que là. sur scène, pour t'avoir vu plusieurs fois, c'est que tu peux traiter de ces sujets-là en faisant rire le monde. Puis ça, c'est ça qui est Mais, cool, tu sais. Ultimement, c'est que je trouve ça drôle, tu sais. Quand... Puis on revient à parler de son point de vue. Ouais. De mon point de vue, ces choses-là sont absurdes. Fait que j'ai... Comme, tu sais, ben, par exemple, un de mes numéros que je rate beaucoup en ce moment parce que, genre, je l'aime, là, c'est mon numéro sur comment, quand je sortais encore avec des gars, comment je me faisais traiter par les gars. Puis, tu sais... C'est drôle parce que j'ai différentes sortes de réactions à ce numéro-là. Je le trouve drôle, premièrement. Mais, tu sais, il y a beaucoup de femmes grosses qui viennent me remercier. Ce qui est toujours comme... Genre, on veut vraiment manger comme un fille, comme je fais juste parler de mes affaires, là. Mais, tu sais, tant mieux si ça les touche. Tu sais, j'ai eu des dames un peu plus âgées qui sont venues me dire que ça les a fait réaliser qu'ils avaient vécu des affaires comme ça. Puis, c'est arrivé que des gars me croient pas. Ah ouais? Ouais. Puis ça... Genre, pis tu sais, comme après, c'était des vraies conversations. J'ai pu faire, non, c'est vrai, puis que ces gars-là ont fait comme, OK, genre. Mais moi, il y a du monde qui avait entendu. Qu'il était pas stické comme, mettons, Nigantel. Et lui, il me croirait pas, là. C'est ça. Mais, non, mais tu sais, comme que je me fasse dire, comme, ben là, ça se peut pas que t'aies vécu tout ça, là. Puis je suis comme, ouais, c'est des affaires, je me suis fait dire, c'est des affaires comme. Oh. Que j'ai vécues. Puis, parce que, tu sais, ça, c'est autre chose, là. La grossophobie, c'est pas juste médical, là. Mais en même temps, je trouve ça drôle, là. Tu sais, puis justement, je suis comme chanceuse d'avoir ce recul-là où, ben, je sors plus avec des hommes. Fait que je suis comme... Maintenant que j'ai comme ce pas de recul-là, je fais comme, c'était fucked up. Ouais. Là, je fréquente du monde qui sont respectueux, puis je suis comme, quoi? Ça existe? Genre... Quoi? La femme va, genre, m'écouter, puis comme... me respecter comme personne? Pardon? Quoi? Excuse me? Il y a des gars merveilleux, puis j'en ai rencontré des merveilleux, mais je suis tombée sur une couple de petits coucous. Comprenable. Ouais. Mais on va skipper sur un autre sujet. Là, on rentre dans la zone nerd. Nerd! Watch out! Nerd zone. Quit if you're not a nerd. Ou rester puis découvrir des affaires. Parce que les deux, on est grands fans du jeu Minecraft. J'aime tellement Minecraft. Minecraft. Ben, PA aussi, en fait, je dis nous deux, mais Minecraft. Ouais. C'est quand que t'as commencé à jouer à Minecraft? Ça doit pas être si longtemps que ça après que ça soit sorti. Parce Ok, fait que t'as vraiment été dans les débuts. Là. Moi, ça fait facile. Je sais pas ça fait combien de temps qu'il est sorti, mais comme... Ça va faire plus que 10 ans, ça, c'est sûr. Mais ça fait quelque chose comme 8-9 ans que je joue, là. Parce que je me rappelle que je jouais au cégep, je pense. OK. Je me trompe peut-être des années. Que t'as commencé à jouer? Ouais. OK. Mais je suis pas sûre. Comme là c'est loin dans ma tête, là. Mais comme... Je joue depuis longtemps, là. Je joue depuis comme... peut-être pas le bêta, mais comme... Genre les premières versions officielles qui ont été sorties. 2009, fait que ça a du sens que j'ai commencé parce qu'au cégep, j'ai gradué du secondaire en 2011. Fait que je pense qu'autour de 2012, crise étudiante et Minecraft. Crise étudiante, Minecraft et peut-être les Mayas. Ouais, c'est ça. Une bonne année. Quelle bonne année, tu sais. C'était une bonne année, ça. Mais j'ai jamais comme arrêté. Tu sais, comme il y a des passes où, mettons, il y a une couple de mois, comme ça vient par vague, là. Ouais, exact. On en a parlé avant, mais tu sais, moi, genre, mes jeux préférés, c'est comme un cycle, là. Tu sais, des fois, il y a un nouveau jeu qui rentre, que pendant un bout, c'est ça mon jeu. Mais après, je retourne à mon cycle de jeux préférés, tu sais. L'avantage, c'est que ça me coûte moins cher, le jeu vidéo. De base. C'est comme là, tu vois, je suis dans une grosse passe Minecraft, là. Là, t'es dans deep. Ouais, surtout que j'écoute beaucoup de YouTubers de Minecraft. Mais ça, c'est l'autre rabbit hole dans lequel je suis tombé. Là. Moi, c'était au secondaire que j'ai commencé à jouer. Puis avant de l'avoir, c'était que j'écoutais des Français qui jouaient à Minecraft. Là. Oui, j'étais ce gars-là. Gars, c'était ça. J'écoutais des YouTubers qui jouaient à Minecraft, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça a l'air trop cool, j'ai envie de jouer moi aussi. Mais comme, moi, c'est juste le jeu où tu peux tout faire, là. Tu sais, justement, je fais le plus créatif, je fais des affaires créatives, je fais le plus aventurière, je fais des affaires plus d'aventurière. Je fais comme éteindre mon cerveau, ben je mine mindlessly. Voilà, puis t'écoutes un podcast à côté. Ben, j'écoute tout ça des podcasts en jouant Minecraft, là. Des fois, je me pose si c'est un moment stressant. Oui, effectivement. Je me bats, Oh non. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Ben, c'est un jeu incroyable. Est-ce que, mettons, c'est où le plus loin? Parce que c'est un peu
flou à dire, là. C'est où le plus loin que tu t'es rendu dans Minecraft? Ça a pris vraiment du temps, mais l'année passée, pour la première fois, j'ai battu le Ender Dragon. Oui, c'est vrai! Mais on dirait que ça me faisait peur. Comme moi, je jouais, puis je ressentais jamais le besoin d'aller dans le end, parce que j'étais comme, ça va être difficile. Ouais, ça fait peur. Finalement, comme c'était vraiment faisable. C'est extrêmement faisable, mais c'est parce que pour, mettons, le monde qui joue pas, l'end, c'est genre une dimension qu'il faut que tu trouves un portail. C'est fucking compliqué. Déjà, c'est compliqué s'y rendre. Puis là, en plus, quand tu t'y rends... Faut que tu tues un dragon. Faut que tu tues un dragon sur une île où est-ce qu'en dessous, c'est le vide. Oui. Et l'affaire avec Minecraft, c'est que quand tu meurs, tes objets, ils tu peux tout perdre. C'est ça. C'est quand tu meurs, tes objets, ils tombent. Mais mettons, ils tombent sur le sol, tu peux aller les récupérer après. Mais si tu tombes dans le vide, ben il n'y a pas d'endroit où les récupérer. Ils tombent puis ils sont plus là. Puis là, ben tout ce que t'as fait, ben tu l'as pu. Mais tu sais, maintenant, comme justement, j'ai regardé assez de YouTubers que je sais comment me préparer puis faire ça. Oui, effectivement. Mais j'aime ça, là, comme là, c'est la nouvelle saison de Hermitcraft qui commence. Puis Hermitcraft, c'est un serveur, dans le fond, parce que Minecraft, tu peux jouer toute seule chez toi. Je te dis ça à toi, mais je dis ça à la maison. Là. Tu peux jouer toute seule sur ton propre monde, ce que je fais beaucoup. Ou tu peux avoir un serveur où tu joues avec tes amis. Puis il y a une gang de YouTubers très connus qui jouent dans Hermitcraft. Puis écoute, là, c'est du monde que, tu sais, comme c'est leur job à temps plein. Minecraft, là. Puis ils construisent des affaires qui n'ont pas de bon sens, que tu sais qu'ils ont ramassé tous les blocs comme un à un eux-mêmes. Puis pour vrai, là, genre, ils construisent des affaires que je suis comme « Ah, wow, moi, j'ai fait une maison! J'aime beaucoup ma maison! » Mais je suis pas pire comme builder, là, tu sais, mais comme... Je regarde les affaires, puis des fois, j'écoute ça en jouant, puis je suis comme... Ouais. Ouais, ma game a l'air moins impressionnante. Ouais. Mais j'aime vraiment, vraiment ça. Puis en plus, ils sont drôles, puis c'est le fun. Ben oui, mais c'est ça. Moi, ça... Je me rappelle, je pense, ça a été comme... Ben tu sais, j'écoutais déjà de l'humour avant, mais pendant un moment, tu sais, j'écoutais de l'humour, puis en même temps, j'écoutais de ces gens-là, de ces YouTubers-là. Que tu sais, des fois, il y a du monde qui se demande c'est quoi l'intérêt, mettons, de regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo. Puis moi, j'ai l'impression que les deux principaux points d'intérêt, c'est soit regarder des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons, et qui te montrent comment être vraiment comme quelqu'un qui regarde du sport, là, quelqu'un qui regarde du soccer parce qu'il il regarde des gens vraiment, vraiment bons au soccer, ou des gens extrêmement divertissants. Des gens que le jeu, ça devient presque plus un contexte pour qu'il soit drôle. Ben, des fois, c'est quasiment des podcasts avant... Ben, pas les podcasts existaient, là, mais comme avant que ça soit popularisé ici, mettons. Tu sais, mettons, moi, j'aime beaucoup les Game Grumps, que c'est deux dudes américains très drôles. Ils sont pas bons, là. Mais non. Ils sont vraiment pas bons, mais... Hey, t'es regardes pas pour leur talent en jeu vidéo. Non. Là. Ben, en fait, t'es regardes parce qu'il y en a un des deux qui pète des coches, là. Oui. Mais ils sont drôles, puis ils sont charmants, puis c'est le fun, puis même chose pour les streams. Ça m'a pris du temps avant de commencer à regarder des streamers. Moi aussi, ouais. Parce que c'est beaucoup plus lent comme rythme. Mais au final, j'en ai trouvé une couple que, mettons, je suis en train d'écrire, comme j'ai de la misère à écrire dans le silence. Puis même avec la musique, on dirait, mais d'avoir une voix en arrière... Ça m'aide comme... Je sais pas pourquoi, là. Ben, c'est possible, chacun. Moi, on dirait au contraire. Moi, quand j'écoute de la musique, il faut que ce soit instrumental. Parce qu'il y a du monde qui parle, je suis comme... Oh. En fait, ça dépend qu'est-ce que je suis en train de faire comme travail. Mais mettons, de l'illustration, un stream, c'est le fun. Ah ouais. Parce que je suis pas trop déconcentrée, mais en même temps, c'est comme une présence, genre. Exact. Puis il y en a qui sont sweet, il y en a qui sont drôles, puis j'aime vraiment ça. Ça, c'est une affaire. J'ai beaucoup d'amis qui sont artistes visuels. Puis l'affaire, j'ai tout le temps été jaloux. C'est que eux ils peuvent faire leur travail en écoutant, par exemple, ben justement un stream ou même en écoutant, mettons, des émissions, des films, tout ça. Moi, OK, je suis tout le temps en retard ces séries pis ces films que tout le monde dit, genre, t'as-tu regardé ça, t'as-tu regardé ça? Parce que quand j'écris de l'humour, je peux pas regarder un film. Pis non. Ma seule autre passion que j'avais, la seule autre affaire que je faisais créatif, c'était du montage vidéo. Ouais, fait que tu peux vraiment pas. Tu peux rien écouter pendant que tu fais du montage vidéo. Ben, tu sais, moi, ça dépend sur quoi je travaille. Comme si, tu sais, mettons, quand j'écris, parce que ben là, je suis en mode, j'attends des réponses du peut-être diffuseur, mais j'écris ma propre série. Oui, c'est vrai. Puis ça, c'est musique instrumentale. Télé-jeunesse, ça dépend. Tu sais, quand je suis comme dans la... penser à la structure des épisodes puis tout ça, faut que je sois concentrée. Mais des fois, quand je suis comme à la partie de révision, d'avoir de quoi en arrière, ça passe puis ça m'aide. Mais comme, on dirait que je suis pas capable de l'expliquer tant que ça. L'illustration, tu vois, ça dépend. L'illustration comme telle, je peux écouter des trucs, mais je peux pas écouter une nouvelle série.
je vais écouter comme des trucs que c'est correct que je l'écoute à moitié. Ouais. Justement, des let's play puis des trucs comme ça que je m'en fous de manquer les détails. J'aime juste entendre rire My Favorite Boys en arrière. Tu sais, comme dernièrement, j'écoute vraiment beaucoup Super Mega, que j'aime beaucoup. Surtout des anglophones, là, c'est peut-être un problème. Il faudrait que je me trouve des artistes franco que j'aime. Là. Mais ils me font rire, OK. Ben oui. Puis l'illustration, c'était drôle parce que ça, je suis capable, mais si je fais de la bande dessinée, puis que je suis à l'étape où je suis quasiment en train d'écrire avec le dessin, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Mettons l'ancrage où que tu repasses à la ligne noire ou la couleur, ou tu fais la couleur de tes pages, ça, c'est de l'automatique. Mais comme quand je suis en train de choisir où est-ce qu'un personnage est dans une page, ça, c'est comme un peu de l'écriture pour moi. OK. Parce que surtout avec des trucs comme la bande dessinée, l'image raconte autant l'histoire que les mots. Ouais, c'est ça. Puis même des fois plus... Ouais. Moi, je suis très fan de gags visuels. Mais j'essaie d'en mettre aussi beaucoup quand j'écris la télé puis du sketch, là. Ah oui? Moi, je suis vraiment fan de le montrer puis pas le dire. Fait que c'est super important pour moi, là. Tu sais, j'aime ça avoir du rythme en bande dessinée. Ouais. Puis je me sais plus c'est dans quel contexte, mais il a fallu que j'essaye d'expliquer ça. Mais c'est ça, c'est tough à expliquer. Comme on parlait tantôt, l'oreille musicale, là, ouais. On dirait qu'il y a un peu aussi une genre... Peut-être pas une oreille nécessairement, mais de catcher le beat humoristique, ouais. Là. Ben ça, puis tu sais, mettons avec la bande dessinée, c'est que les gens vont comme, ben là, c'est du dessin, qu'est-ce que tu veux dire, un rythme, puis je suis comme, mais c'est parce que avec où tes cases sont placées, avec la taille qu'ils ont, avec comment ton dessin est fait, l'œil humain a un ordre de lecture, puis en utilisant ça, tu crées un rythme. Exact. Plein de petites cases une après l'autre, c'est rapide. Une grande case qui prend toute ta page, c'est comme un moment de ouf, tu sais. Ouais. Que tu vas vraiment regarder tout le dessin, checker tous les détails. Ton punch, ben, peut-être que tu le veux plus dans une grosse... Ça dépend du punch, là, mais tu veux peut-être plus dans une grosse case, tu veux peut-être plus un zoom sur le personnage. Puis ça fait... Je le vois beaucoup dans comment j'écris de la télé aussi. Parce que je pense au visuel. Okay. Peut-être qu'un jour, je vais faire chier un réal à cause de ça. Mais ça fait vraiment partie de comment j'écris, tu sais. Ouais. OK, wow! J'aime vraiment ça, faire ça. Mais non, mais pour de vrai, c'est vraiment... Parce que moi, en stand-up, là, je pense pas au visuel. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait. Ben, tu sais, comme là, je parlais de télé. Tu vois, c'est drôle parce que sur scène, je suis en train d'apprendre à essayer d'être conscient de mon corps. Ça, j'ai bien de la misère. C'est tough. Tu vois, mon rythme, il est plus dans comment je parle. Puis je commence à peine à être comme, ah, c'est vrai, je suis là. Ouais, exact. J'ai bien de la misère avec ça. C'est vraiment difficile là, de trouver son rythme, de trouver son ton. Je préfère être la première vie humoriste, faire un personnage 3D, genre une VTuber. Oh mon Dieu! Sur scène. Hey, ça fâcherait du monde. Hey, là. ça serait. Hey, Sophie Durocher, elle pèterait sa coche. Là. Imagine aux Olivier. Hey, voici Marie-Hélène Raslacroix. Puis c'est un hologramme à genre. Oh my God! Mais c'est moi qui fais du stand-up. Ça serait compliqué à roder d'un bar, là. Il y a des gens il y a des bars qui ont pas de projecteur. Imagine si c'était un truc d'hologramme pour que ce soit un avatar. Mais pour je me fais un masque, genre c'est full creepy. Ça pourrait marcher pour... le monde irait pas? Ça pourrait marcher pour des shows Zoom, genre. Ouais. Show Zoom, t'as un pour le contexte. C'est que là, il y a comme une mode sur Internet des VTubers, que c'est genre des gens qui font des vidéos, mais au lieu que ce soit eux devant une caméra, mettons devant leur webcam ou whatever, c'est un genre d'avatar, soit 2D, soit 3D, d'un personnage. Dans le fond, avec leur caméra suit leurs mouvements faciaux et corporels et c'est traduit sur le personnage. Exact. Moi, je trouve ça impressionnant. Ah oui. Ça m'intéresse pas tant côté contenu. Il y en a peu que j'écoute. Il y en a que... Des fois, je vois des... il y a une page que je follow sur Twitter que c'est comme... Japanese VTuber speaking English, puis c'est juste comme des meilleurs moments de comme justement là comme tu vois un personnage d'animé japonais puis en plus c'est comme les femmes derrière ça clairement qui prennent des petites voix là, puis là qu'elle essaie de parler en anglais puis c'est drôle puis elle dit quelque chose de super vulgaire puis une petite voix japonaise qui est juste comme bitch fuck. Oui, wow. Mais tu vois ça, c'est un petit plaisir coupable, là, j'aime ça. Quand même, c'est un petit beau. Mais j'en consomme pas tant quand même. Non, moi non plus, mais c'est ça, c'est pour ça. L'idée d'un vie humoriste. Mais je trouve ça très drôle. Ça serait très drôle. Très drôle. Peut-être dans le metaverse. En fait, ça va juste être ça dans le metaverse. Ouais.
T'es pas fan. Ça me déprime, le Je pense qu'on est tous pas fans de ça. C'est comme, on dirait que Facebook l'a comme plugué comme, oh non, mais c'est le futur. Mais j'ai pas envie que ce soit ça le futur. En fait, déjà, c'est comme, OK, mais t'étais où dans les 4 dernières années avec VR Chat? C'est vrai, ça, ouais. Il y avait un jeu qui existait déjà. Il existe un jeu qui est super actif, comme j'ai jamais joué, là, mais comme ce qu'il propose existe. Exact. Puis vraiment comme c'est ça qui va être ça. Mais comme ça existe, là. Ouais. Ça existe comme... Il y a comme... Lui, il a juste voulu nommer ça, genre, ce n'est pas un jeu, c'est le futur. Non, c'est un jeu vidéo, là, quand t'es nerfs. C'est ça, puis en plus, là, il y a les NFT qui embarquent là-dedans, là. Oui, oh my God. Comme, tu peux aller voir des concerts, puis là, tu peux acheter des NFT. J'imagine que toi, comme artiste, tu feras jamais de NFT. J'ai pensé à comme trouver une façon de le faire en joke, mais ça serait pas un NFT parce que comme il y a pas vraiment de façon de le faire qui est écologique. Il y en a qui prétendent que oui, mais c'est pas... non. Mais comme, mettons, de vendre des JPEG, puis ou comme de faire des toiles, puis de dire genre, hey, c'est un NFT que tu peux pendre chez vous, genre. Mais j'ai pas l'énergie à investir sur une joke qui est déjà... Ça pourrait être drôle un NFT de genre, tu vends des images, mais t'es comme, mais c'est un lien PayPal. Achetez-moi un NFT, mais avec de la vraie argent. Ah, ben oui, comme... Encouragez-moi. En fait, c'est des... Mais tu sais, en fait, il y a ça, là, c'est comme, au lieu d'acheter des NFT, payer des artistes. Exact. Mais c'est parce que l'idée, c'est qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir revendre leurs NFT, etc., là. Mais ça, c'est un autre sujet, là, que... Ouais. Ça me passionne à quel point j'aille ça. C'est, non, dans mes affaires de hate, là, on dirait que les NFT, ça a pris... En fait, c'est que... c'est avec qui j'en parlais? Et quelqu'un m'avait donné un point qui était full intéressant. Oui, c'est ça. C'est que c'est tout... On dirait que le NFT a fait... Tout ce qui est poche dans le monde de l'art... On va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose virtuel et accessible à tout le monde. Ouais. Genre tout ce qui est poche dans le mettre de la valeur à de l'art, faire de la revente, faire du blanchiment d'argent avec de l'art. Bon, on va faire ça sur Internet ou est-ce que n'importe quel... Parce qu'avant, c'était, tu sais... Bon, c'était des millionnaires qui achetaient des grosses toiles en fumant un cigare. Là, aujourd'hui, c'est n'importe qui peut faire ça. Ben, en fait, ils ont besoin que ça soit n'importe qui pour que le marché ait une illusion que ça va donner quelque chose. Pour que les gens au top de ça se fassent de l'argent, ils ont besoin que monsieur, madame, tout le monde pense qu'ils vont faire de l'argent avec ça pour finalement perdre l'argent qu'ils vont investir. Mais il y a même un jeu vidéo, j'écoutais une vidéo là-dessus hier, je l'ai pas joué, fait que je suis même pas sûre, mais il y avait comme un jeu en ligne qui est complètement mort dans l'œuf parce que tout d'un coup, le directeur a décidé de reprendre ce jeu-là puis de le transformer en jeu de NFT où pour jouer, il faut que tu achètes un personnage, genre. Oh, ok, ouais. Mais c'est mort, là. Ben c'est ça, parce que personne veut faire ça. En plus, genre, le public du jeu, c'était comme des adolescents. Puis c'est comme, tu peux même pas avoir de portefeuille de crypto quand t'es pas un adulte. Oh my God. Fait que c'est mort, c'est gênant. Je me rappelle, à un moment donné, sur téléphone, j'arrêtais pas d'avoir la pub d'un jeu. C'était... puis je vais pas dire le nom parce qu'elle allait pas fouiller ça. C'est un jeu, en fait, où t'as la carte du monde... Puis tu peux acheter des terrains. Oui, mais... Je pense que tu peux acheter des terrains avec de la crypto-monnaie. Puis c'est ça, c'est un espèce de metaverse c'est un metaverse d'agence immobilière, genre t'achètes des terrains. Tu peux faire une crise du logement dans le metaverse. Je vais le nommer, mais allez-y pas, mais parce que je trouve ça drôle, c'était genre Earth 2, là. C'est pas lui. Ok, non, c'est un autre. Non, moi en plus c'était sur téléphone, genre. C'était pas un jeu sur ordi, c'était vraiment un jeu sur téléphone. Tu peux... Puis tu sais, eux, le point, c'était comme, hey, c'est drôle, tu peux acheter ton quartier. Mais c'est comme, ça te coûte de la vraie argent parce que ça te coûte des bitcoins. Puis c'est surtout, comme je dis, genre, OK, les premiers joueurs, on peut acheter des affaires pas chères. Hey, maintenant, si tu achètes un... Ça doit être fucking cher. Mais le pire, c'est que depuis tantôt, je me retiens. Mais comme, je vais le nommer parce qu'en plus, là, il a annoncé que ça allait être ça, mais Colin Boudria a fait un excellent podcast qui s'appelle « Faisez vos recherches ». Oui. La saison 1 était sur QAnon. Excellent, regardez ça. Oui. Et là, la deuxième saison va être sur le monde du crypto, les NFT, crypto-monnaie et tout ça. Puis je suis beaucoup là-dedans dernièrement parce que genre, je repasse sur ses textes pour proposer des punchs, là. Fait que là, je suis comme, je veux pas trop en dire parce que je suis comme, je veux pas voler des punchs. Tu sais ce qui va se jaser. Mais comme... ça a tellement pas de bon sens, là. C'est terrible. Ça a tellement pas de bon sens. Puis, mais je vais nommer un que j'ai vu puis qui m'a comme... que j'ai haï. Il y a quelqu'un qui a fait des Crypto Girlfriends. Oui! Puis c'est... J'ai vu ça sur TikTok. Un site, là. Puis là, c'est genre... Tu t'achètes une blonde virtuelle. Puis là, genre... Tu sais, comme toutes les images sont publiques, mais là, si t'en achètes une, tu peux toutes les voir dans un dessin sexy. Puis la tienne... tu peux voir un dessin d'elle tout nu. Oh,
Oh shit. OK. Oh shit! Finalement, vous avez gagné le Bitcoin. Je vais aller m'acheter une crypto girlfriend. Parce que y a pas ça beaucoup sur Internet, des dessins de Madame tout nue. Ben non, y a pas ça. Mais c'est voyons. moi, Madame tout nue. C'est ça, elle est à Qui est moi. pareil comme toutes les autres, mais elle a des cheveux bleus puis un chapeau laid, tu sais. C'est parce que le pire, c'est que C'est ça que c'est! Parce que la majorité des trucs de crypto, genre, tu sais, comme le petit singe lait qu'on voit partout, Ouais. là, c'est qu'ils font une coupe d'assets, puis après, c'est tout... Ils changent les accessoires. C'est produit par intelligence artificielle, C'est là. ça. Fait que c'est pour ça que c'est comme toute la même affaire, mais comme pas la même affaire. Puis t'en as genre 20 000, puis là, c'est... Ah, mais la différence entre lui, c'est que lui a un chapeau de matelot. Lui, il est doré, fait qu'il vaut 2 millions. C'est ça. Puis le pire, c'est que ça vient de me faire... Je viens de penser à quelque chose. Penses-tu qu'on va fâcher des crypto bros? Hey, pour de vrai, je pourrais les fâcher. Je suis comme ton docteur. Allez chier, OK? Je m'en Excuse-moi, je t'ai coupé. fous. Mais non, c'est ça. J'ai découvert, OK, que Juste pour rire faisait des NFT. Je sais, j'ai vu ça. Et attends, parce que là, il y a PA qui réagit. L'un des NFT qu'ils vendent, c'est le premier rire. Genre, c'est le NFT, je pense pas que c'est le premier rire ever, mais je pense que c'est le premier rire qui a été enregistré dans un gala juste pour rire. Ils vendent l'audio en NFT. Mais c'est parce que je comprends pourquoi les compagnies sautent là-dessus. Ils voient comme, c'est une trend, je vais sauter là-dessus, mais non. Faites pas ça. Ben dans le sens que, tu sais, que des compagnies le fassent pour faire justement, c'est le trend, puis quand ça va mourir, on l'abandonne. Moi, à la limite, c'est comme, ben, gars, au pire, c'est la personne. Y a-tu vraiment une personne qui veut acheter un MP3 du premier rire? Ok, tu veux vraiment? Alright, vas-y, I guess. Les NFT. C'est pour vrai, non. C'est... Payez-moi pour que je vous fasse des beaux dessins. Exact. Tu veux une madame tout nue? Tu veux une virtual pour vrai, girlfriend? Donnez-moi l'argent que vous auriez mis sur votre virtual girlfriend. Moi, vous en dessinez de madame tout nue. Exact. Puis elle va être personnalisée. Uh-huh. Elle va être vraiment comme vous voulez. Ouais. Puis genre, elle va être clairement plus sexy. Vous voulez qu'elle aille des oreilles de chat? Je vais y mettre des oreilles de chat. Là, On s'en fout. Je suis prête à tout. Là. On a un projet, on start une compagnie. C'est juste un call for help de moi qui a besoin d'argent. On se part une compagnie, comme ça on va battre le NFT de la virtual girlfriend. C'est juste check. Envoyez-nous une feuille, dites-nous c'est quoi, puis pour... Combien de charges? Faut qu'on fasse les prix. Mais tu sais, c'est comme, il y a un gros marché sur Internet d'art de furry, là. Comme, oh, mon Dieu. Les artistes font vraiment beaucoup d'argent avec les furry parce qu'il y en a qui sont prêts à payer vraiment cher pour de la porn de leur bonhomme, là. Puis tu sais, comme, moi, j'ai pas ce talent-là. Genre, j'ai jamais été capable vraiment de dessiner des trucs super anatomiques. Puis c'est pas un style artistique que je suis capable de faire. Mais pour vrai, je respecte le grind. Le grind de genre... Hey, mon frère. Ben, le pire, c'est que j'ai un ami qui est là-dedans. Ben, tu sais, pour vrai, que, genre, go get your money. Ben oui. Go, comme, j'adore mais ça. c'est qui est cool, Allez-y. Parce qu'en plus, on s'entend, sont full payés pour parce que là où la porn est un endroit où il y a beaucoup d'argent. Puis, justement, ça lui a permis. En fait, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'en faisant ça lui a permis autant d'améliorer ses dessins, juste d'améliorer son style de dessin parce que, comme tu dis, c'est de l'anatomie. C'est de la pratique. C'est de la pratique. Puis en plus de faire du cash parce que le monde était comme ouais, allô, j'aimerais voir ça Kim Possible tout nu. C'est parce que ça, j'allais dire les hérissons, mais je pense pas. Il est quel animal Knuckles dans Sonic? Un équiné. Un équiné. C'est quoi un équiné? Hein? C'est un monotrème, mais genre c'est pas un hérisson, mais c'est un monotrème, genre. C'est un mammifère qui pond des œufs. Ah, ok, d'accord. Parce que le seul mot que j'ai compris, c'était hérisson. En Australie. C'est l'Australie. Ça pond des œufs? Ouais. Malade. Ça veut dire que Knuckles pond des Ça a œufs. aussi 2 pénis. Ouais. Puis, ok, t'es au courant. Puis ça, c'est quelque chose que c'est parce que j'écoute trop de let's play de mon niaiseux, là. Mais tu sais, que... le pire, c'est que j'allais là pour faire le gag de comme, moi, vous le dessinez avec 2 pénis. Mais finalement, on a juste eu trop d'informations sur des hérissons de l'Australie. Pourquoi en Australie, c'est là où il y a tous les animaux weird? À cause que la Terre, comme, elle a été plus longtemps séparée, probablement pour l'évolution. Là. Probablement. C'était un bon argument. Non, mais j'improvise ma réponse. Moi, je comprends pas pourquoi les gens veulent habiter en Australie. C'est beau. C'est la terre de tout ce qui est pas nice. T'as des araignées gigantesques. Mais tu sais, en même temps, quand on y pense... T'as des kangourous qui peuvent te box out. On a des pumas pis des ours. Ouais, mais les pumas, c'est un gros chat, là. Ouais, mais c'était même partout avant le colonialisme aussi. Ouais, non, c'est vrai.
C'est vrai. On est là parce que colonialisme. Ouais. Ben, l'Australie aussi, techniquement. Là. Ben, c'est ça. Ben, je parlais des deux. Ouais. Ouais, puis eux, c'était genre tous des prisonniers. Là. Ah. On embarque sur un gros... Ouais. Là, on embarque sur un gros sujet. Tu vois, la grossophobie, je suis capable. Le colonialisme, je pense pas que je suis tout tillé, là. Non, exact. On n'est pas les mieux placés pour parler de colonialisme. Mais écoute, hey, merci beaucoup, Marie-Hélène. Mon Dieu, ça passe si vite. Ça a été vraiment le fun. Si les gens... Marie-Hélène Racine-Lacroix... Oui. Faut pas que j'oublie de dire le nom complet. Marie-Hélène Racine-Lacroix, si on veut suivre tes projets, où est-ce qu'on peut trouver ça? Je suis sur Instagram, marie.hélène.racine.lacroix. OK. Je voulais tout mon nom. Ben. Marie-Hélène Racine-Lacroix sur Facebook, même si, honnêtement, je l'update jamais parce que personne sur Facebook. Je suis sur Twitch, Marie Baramba Danger. J'en fais moins que j'aimerais, mais des fois, je fais des petits streams. Là. Justement, dernièrement, je suis comme, hey, je veux trouver le temps de me partir une game de Minecraft en stream. Let's go. Il y a PA qui est Call Me. Oui. Où c'est que je suis à part ça? J'ai un LinkedIn, allez pas là. Puis je suis sur Twitter, mais c'est plate comme... C'est pas mal... C'est sur Insta que je mets mes trucs. J'ai un podcast. Oui, c'est vrai, avec Alexandre Forêt. Avec le beau Alexandre Forêt, qui s'appelle C'est l'heure du matin le midi. Fucking nice. Qui existe parce que moi puis Alex, on trouvait ça vraiment drôle, l'idée d'animer Salut Bonjour, mais on voulait pas se lever tôt. Mm-hmm. Fait qu'on a décidé de faire notre propre show du matin, mais pas le matin. C'est parfait, parce ça. Que, fuck, vous avez fait l'inverse des Picbois. Ouais. Vous avez fait l'inverse. Eux, ils ont fait plus tôt. Ouais. Salut, bonjour. Vous avez fait... Nah. Non, on va pas se lever, là. Puis je dis ça, en plus, ça fait une couple de fois qu'Alex, c'est pas sa faute, là, je ris, là, mais il est très fort. Puis je suis comme, en tout cas, il va falloir qu'on baisse l'heure. Hein. Ça va devenir, c'est l'heure du matin à 4h30. Puis les épisodes de la saison 1, même si comme, je sais pas si c'est une saison, sont sur le YouTube de Juste pour rire. Puis après ça, c'est sur notre propre chaîne parce qu'on a déménagé ça sur Internet. On a eu plein de beaux invités comme Catherine Etier, Jean-Sébastien Girard. On vient de recevoir le beau Joe Corm. Oui. J'y ai fait lire à lui puis Alex, je leur ai fait lire de la fanfiction de Sonic. Oh. Parce que c'était... tant qu'à recevoir Joe, puis tant qu'à ce que moi puis Alex, on soit des grands geeks, on a fait un special animé. Oui. J'étais comme, je vais vous faire lire de la porn... pas de la porn, mais du... Ben, en même temps. De la fanfiction du meilleur animé Sonic. Oh my God. Et c'était aussi délicieux que vous pouvez l'imaginer. C'est clair. Allez écouter ça. Puis c'est ça. Maintenant, c'est à chaque 2 semaines sur Twitch, sur la chaîne d'Alexandre Zéro Forêt. Nice. Puis c'est mon projet d'Adam en ce moment. Sinon, en ce moment, je travaille dans l'ombre sur des trucs. Puis quand ça va sortir, ça va être affaires qui vont sortir. Sur mon Insta. Let's go. Ben écoute, merci encore. Merci tout le monde. Merci à toi. Gucci. Non. Je sais pas comment finir les épisodes. C'est pas ça la fin. Je sais pas comment finir les épisodes. Bonne journée tout le monde. Ah, ça c'était bon ça. Ça c'était bon. Il aurait fallu que je fasse ça.